Bonjour à toutes et à tous. Merci pour la présentation et l'invitation sur cette thématique du poids des mots en médecine, présentation pour laquelle je n'ai pas de conflit d'intérêt, en tout cas financier, mais j'ai un conflit de valeurs à signaler. Tout d'abord, vous expliquer comment j'en suis arrivée en tant que clinicienne à m'intéresser à l'importance du langage en médecine. Je suis médecin de premier recours et également spécialiste en médecine des addictions à l'hôpital, et ces dernières années, de nombreux patients et patientes me rapportaient s'être sentis jugés dans les soins, rejetés, parfois même maltraités, en raison de leur consommation de substances psychoactives, actuelles ou passées. Cela a pu aboutir à un renoncement des soins, à des renoncements parfois de réalisation d'examens et des arrêts de traitement qui étaient pourtant indiqués. Leur témoignage m'a profondément touchée et c'est la raison pour laquelle je me suis intéressée de façon scientifique d'abord à la thématique du stigma, sujet sur laquelle j'ai réalisé ma thèse de doctorat en médecine, et ensuite à l'importance du langage dans les soins, et plusieurs projets de recherche sont actuellement en cours. Les objectifs de ma présentation seront de vous sensibiliser sur l'impact du choix de nos mots et de nos expressions sur notre propre perception et celle de nos collègues vis-à-vis des patients et les conséquences, de distinguer les mots et expressions qui sont stigmatisants des mots respectueux, d'utiliser les dénominations langagières conformément aux classifications internationales et de veiller à une culture de langage respectueux au quotidien, que ce soit une norme finalement, aussi bien au niveau des transmissions écrites qu'orales, des présentations de cas, et puis dans la rédaction et l'actualisation des dossiers médicaux de nos patients et patientes. Pour ce faire, je vais vous proposer une introduction sur la base de témoignages, d'exemples, définitions et concepts. Ensuite, un chapitre sur le langage et le stigma en médecine, comment favoriser l'usage d'un langage respectueux, et puis quelques suggestions avant de conclure. Alors, pour commencer, je vais vous proposer 2 témoignages de 2 patientes que nous avons réalisés dans le cadre d'une étude. Donc voilà un court extrait d'un vidéoclip. Pourtant, on me traite de manière rapide, de manière inconsidérée, et c'est quelque chose qui me fait vraiment encore souffrir, qui m'a incisé à vif en me disant que, et sans anesthésie, en me disant que je devais aimer souffrir un abcès qui était simplement dû à une blessure de chat, une griffure de chat. Voilà, les mots en fait sont toujours là parmi les médecins, on les voit, on les entend. Alcoolique en fait me fait rire presque, enfin je veux dire me fait rire, tout en ayant envie d'en pleurer, mais à chaque fois je précise, ça fait 17 ans que je ne bois plus. On n'attend pas d'être blessé par des mots qui sont déjà suffisamment entendus dans le tout venant, alors surtout pas du monde médical. Alors ça, ce serait la perfection. Ça, ce serait la perfection. Parce que ça me parlait comme une malade. Personne avec une dépendance à l'alcool. C'est tellement moins clivant que encore une alcoolique ce soir, j'ai entendu ivrogne. Sur les rapports médicaux, c'est systématiquement alcoolique. Ayant une dépendance à l'alcool, on le vit mais complètement différemment. On est reconnu dans notre dépendance et on a l'impression d'être pris en charge comme un malade et pas comme une ivrogne ou une en parenthèse grosse alcoolique qui est venue là que pour sa cuite. Pour faire suite à ces témoignages, je vais vous présenter quelques mots et expressions qu'on peut retrouver dans des dossiers médicaux, comme par exemple toxicomane, polytox, patient addict, alcoolique, patient WASH, le patient avoue une consommation de substances, patient difficile et manipulateur, cardiopathe, ce tabagique repenti, le patient VIH+, le patient SDF, la patiente Kamsko. Et je vais vous demander de vous demander, qu'est-ce que vous pensez de l'image véhiculée par ces mots et ces expressions ? Qu'est-ce que vous ressentez en lisant ces termes, en les entendant? Et quelles alternatives, vous
vous proposeriez? Les mots véhiculent des images, des valeurs, des représentations puissantes qui conditionnent notre perception, notre jugement et notre attitude. Les mots sont garants d'une bonne information, d'une information juste, du respect et de la dignité des personnes. Certains mots, eux, sont imprécis, péjoratifs, stigmatisants, et ils peuvent influencer nos décisions de soins. Ils ont également un impact négatif sur les patients envers lesquels, notamment en termes de stigma. Une récente correspondance de The Lancet, qui date d'il y a quelques jours, nous rappelle l'importance du langage en médecine, indiquant qu'une maladie n'est pas seulement un processus biologique, mais aussi une construction linguistique et sociale autour de laquelle il y a un narratif. Les mots désignant les maladies influencent la perception du public, l'accès aux soins et même l'allocation aux ressources. Le stigma est un concept qui a été défini dans les années 60 et qui pourrait être résumé à une croyance ou un comportement négatif à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leurs caractéristiques, situations de vie, attributs ou comportements. Le stigma inclut des stéréotypes, des jugements, des préjugés et peut aboutir à une discrimination, voire à un isolement des personnes concernées. Le stigma a un impact négatif tout d'abord sur la personne soignée, en termes de diminution de l'accès et de la qualité des soins, peut aboutir également à un renoncement des soins de par la personne en raison de sentiments de honte, également de peur de jugement, et à une diminution de la qualité de vie des personnes dans tous les domaines, y compris le logement, l'emploi, qui sont des déterminants de la santé. Mais le stigma a aussi un impact négatif sur la personne soignante, à savoir une non-satisfaction professionnelle qui peut avoir des conséquences sur d'autres patients, impacter ses collègues, voire une diminution du professionnalisme. La littérature indique qu'il y a différents facteurs qui peuvent influencer la génération de stigma chez les soignants, comme par exemple le manque de confiance que des soignants peuvent avoir envers certains patients, notamment quand il y a un doute, par exemple, sur la fiabilité de l'anamnèse. Mais également le manque de connaissances, le manque de formation dans certaines spécialités, comme par exemple la gestion de l'antalgie pour des patients qui auraient un syndrome de dépendance aux opioïdes. Le fait d'avoir vécu des expériences cliniques négatives à répétition, par exemple aux urgences dans des situations violentes, plus ou moins en rapport avec les substances psychoactives. Un des facteurs le mieux documentés, c'est vraiment la notion de responsabilité présumée des patients. Si nous pensons que nos patients ont un contrôle sur leur comportement, sont responsables de leur comportement, ça va être un des facteurs de risque les plus forts pour générer des conditions stigmatisantes. Mais également chez les soignants, le stress, la frustration émotionnelle, la surcharge professionnelle, la peur de contracter par exemple des maladies, la peur de la violence, la dangerosité perçue et même le sentiment de dégoût sont des facteurs de risque de générer du stigma. La déstigmatisation est un objectif de santé publique. On a plusieurs recommandations d'experts qui nous sont proposées, mais un moyen simple et peu coûteux, voire gratuit, pour y contribuer serait d'utiliser des termes précis, justes et respectueux. Les auteurs de cette correspondance du Lancet nous rappellent que changer la terminologie n'est pas simplement une question de sémantique, mais un pas essentiel vers un démantèlement d'une narration stigmatisante qui entrave l'effort de santé publique. Je cite les auteurs, « Le choix des mots joue un rôle central en santé publique, contribuant soit à combler le fossé entre la communauté médicale, les décideurs et décideuses politiques et la société, soit à le creuser davantage. » Voici une liste non exhaustive des différents domaines de la médecine qui sont concernés par le stigma. Alors, les maladies mentales et le trouble de l'usage de substances psychoactives arrivent tristement en tête de liste, mais vous voyez que les autres domaines sont vraiment nombreux. Une étude s'est justement intéressée à voir si un texte stigmatisant pouvait avoir un impact sur l'attitude et le traitement des soignants versus un texte, une vignette clinique dite neutre. Pour ce faire, une étude randomisée a été réalisée sur la base de 2 vignettes cliniques. Il s'agissait d'un patient de 28 ans qui se présentait dans un service d'urgence pour des crises douloureuses, importantes, dans le cadre de crises vaso-occlusives chez un patient connu pour une drépanocytose. 2 vignettes cliniques étaient proposées à plus de 400 médecins internes et stagiaires dans un service d'urgence et de médecine interne générale hospitalière dans un centre urbain américain.
Le langage stigmatisant, que vous pouvez voir sur le tableau, était caractérisé par 4 éléments de langage. Tout d'abord, le fait d'utiliser un langage qui soit non centré sur la personne. Patient drépanocytaire au lieu de patient connu pour drépanocytose. Pourquoi c'est important? Parce que l'utilisation d'un langage centré sur la personne permet de ne pas personnifier la maladie à la personne et de se rappeler qu'il s'agit d'une personne qui a aussi une famille, des gens qui l'aiment, et que ça, c'est accessoirement, il a aussi une maladie. Le fait d'émettre des doutes sur la fiabilité du patient, vous voyez, le fait de dire des douleurs à 10 sur 10 de la tête aux pieds, le fait de mal systématiser ces douleurs, de dire il insiste sur le fait que les douleurs soient supérieures à 10 sur 10. Le fait également de mettre des références de non-coopération, comme par exemple il refuse le port du masque au lieu de, dans l'autre vignette, il ne tolère pas le port du masque. Et puis l'usage de descriptions négatives du patient avec des détails qui peuvent être non relevants, comme le fait de mentionner que sa compagne est allongée sur son lit avec ses chaussures sur les draps d'hôpital. Vous conviendrez que c'est franchement inutile, mais en plus d'être inutile, ça peut générer un conditionnement négatif vis-à-vis des médecins qui vont lire ce rapport médical et donc ensuite prodiguer des soins. Les auteurs ont ensuite proposé un PASS-score, qui est un Positive Attitude Toward Sickle Cell Patient Scale, aux médecins. Le but de ce score était à la fois de déterminer les sentiments des médecins dans la prise en charge médicale, par exemple, sentiment de frustration, de fierté, projection d'amitié avec le patient, est-ce qu'ils se sentaient mal à l'aise avec le patient, mais également de déterminer l'opinion des médecins vis-à-vis du patient. Je cite les auteurs, est-ce que le patient exagère ses douleurs, est-ce qu'il abuse de substances, y compris de l'alcool, est-ce qu'il ne suit pas les recommandations médicales et encore, est-ce qu'il est un patient manipulateur? Donc là, on peut se dire que même la grille d'évaluation était biaisée en fait et pouvait même encourager le stigma. Quoi qu'il en soit, les résultats sont les suivants. Les médecins qui avaient lu la vignette clinique avec un langage neutre présentaient des attitudes cliniques plus positives vis-à-vis du patient et une prise en charge médicale thérapeutique antalgique nettement supérieure et ce de façon statistiquement significative. Les conclusions des auteurs étaient que l'usage d'un langage respectueux, neutre dans les dossiers contribue à l'amélioration de la qualité des soins pour les patients et les patientes. Et en plus, permet de minimiser le risque de transmission de biais d'un médecin à l'autre par ces fameux copier-coller qu'on utilise tous dans nos dossiers médicaux, qui peuvent parfois d'ailleurs poursuivre nos patients pendant des années. Une autre étude de Kelly et son équipe date de 2010 et il s'est intéressé cette fois non pas à analyser l'ensemble du langage d'une vignette clinique, mais uniquement la dénomination d'un patient. Pour ce faire, une vignette clinique de nouveau a été proposée à plus cette fois 500 médecins, psychiatres, addictologues seniors aux États-Unis. Et il s'agissait d'une personne, d'un homme en l'occurrence, qui avait un trouble de l'usage de substances et qui avait un mandat de soins obligatoire décrété par un juge. Dans le cadre de ce mandat de soins, il devait se soumettre à des analyses toxicologiques urinaires et puis un jour, une analyse urinaire est positive pour l'alcool. Ensuite était proposée une série de questions aux médecins et ce qui ressort de ces résultats, c'est que les médecins qui avaient lu la dénomination substance abuser, donc une dénomination péjorative qui figure dans aucune classification internationale, considéraient le patient comme responsable de son comportement, donc de sa consommation de substances, et proposaient une punition, des mesures médicales punitives juridiques. A contrario, les médecins qui avaient lu la dénomination Patient with Substance Use Disorder, conformément au DSM-5, considéraient que le patient n'avait pas le contrôle de sa consommation de substances dans le cadre de sa maladie et proposaient un traitement, des mesures médicales thérapeutiques avec notamment des mesures de réduction des risques. Donc à partir de là, les auteurs ont pu indiquer que les mots comptaient et qu'un simple changement de dénomination de la personne influençait au point que les médecins proposaient
deux attitudes diamétralement opposées, punition versus traitement. Une autre étude récente parue dans le JAMA Network s'est intéressée cette fois à identifier et à décrire les éléments de langage, qu'ils soient positifs ou stigmatisants, au-delà des mots en soi. Pour ce faire, une étude qualitative a été réalisée dans un service de médecine interne ambulatoire aux États-Unis sur plus de 600 documents médicaux sélectionnés aléatoirement concernant plus de 500 patients, rédigés par 138 médecins. Le premier résultat qui ressort de cette étude est que le langage négatif est principalement implicite. Et à contrario, le langage positif, lui, était le plus souvent explicite. Le langage négatif était caractérisé par 5 éléments. Le fait d'émettre un doute sur la crédibilité des dires des patients. Il prétend que le médicament ne fonctionne pas sur lui. Sous-entendu, je sais qu'il fonctionne. Le fait d'être en désaccord avec le patient, voire même de décrédibiliser ses propos. Exemple, il a arrêté de manger des fruits pensant que cela pourrait le tuer. Le fait d'avoir des stéréotypes. Alors, dans la littérature américaine, on va vraiment beaucoup retrouver des stéréotypes sur les minorités ethniques, notamment les Afro-Américains. Alors, en Europe, on pourrait retrouver, par exemple, cette notion de syndrome méditerranéen, qu'on peut retrouver dans les dossiers, souvent associés à patientes polyplaintives qui présentent une totalgie. Le fait de penser et d'écrire qu'il s'agit de patients difficiles et de proposer des décisions unilatérales. A contrario, le langage positif, lui, était caractérisé par des compliments, le fait de soutenir les patients, d'exprimer des émotions positives, de minimiser les reproches. Elle n'a pas pris son traitement de fer en raison de la survenue d'une constipation, de personnaliser la relation et d'être dans une dynamique de décision dite partagée. Donc les conclusions des auteurs, c'est que même implicite, un vocabulaire utilisé dans les dossiers médicaux peut générer des biais de communication et perpétuer du stigma dans la qualité de la prise en charge des patients et patientes. Comment favoriser l'usage d'un langage respectueux en médecine ? Dans le cadre de la crise des opioïdes, des experts de santé publique ont proposé en 2020 l'utilisation tout d'abord d'un langage centré sur la personne, l'utilisation des dénominations scientifiques conformément au DSM-5, de mettre l'emphase aussi sur les solutions et pas seulement sur les problèmes. La prévention des overdoses, des mesures de réduction des risques, d'utiliser une anamnèse humanisante, de mettre l'emphase sur les causes sociétales de l'addiction et pas seulement sur les causes individuelles culpabilisantes, de proposer des campagnes de communication anti-stigma autour des addictions, que ce soit pour les soignants-soignantes, mais aussi pour toute la société dans son ensemble, que ce soit le monde juridique, les services de protection de l'enfance, puis on aurait pu rajouter aussi les médias. Et puis de construire et déployer une base solide de données de recherche afin de pouvoir déterminer quelles sont les interventions finalement les plus efficaces qui pourraient être déployées dans nos institutions. L'American Medical Association, la même année, s'est positionnée en recommandant de transmettre le respect. Et ce, en indiquant que les mots comptent, mais que les mots changent avec le temps. Et c'est important de renouveler en fait son vocabulaire, de garder un état d'esprit ouvert, empathique, d'encourager les autres à faire de même. Et qu'en cas de correction et de correction des autres, saisir cela comme une opportunité d'apprentissage et de devenir meilleur. D'utiliser un langage centré sur la personne, toujours inclusif, et puis de demander les préférences aux personnes concernées. Comment souhaitez-vous être nommé ? D'autres experts, sur la base de revues de littérature, ont proposé, pour réduire le stigma et les biais de la communication clinique dans les dossiers, en plus des propositions que j'ai mentionnées, de retirer les mots et expressions péjoratifs, même s'ils ne venaient pas des auteurs. D'éviter les condamnations des patients et des patientes, les références de non-coopération qui ne sont pas forcément contributives, mais qui peuvent coller à la peau des patients. D'éviter les jugements, exemple non-adhérents, manipulateurs. De cesser les citations négatives qui remettent en doute la fiabilité. Et puis également le principe du langage de la personne. C'est un sujet d'une telle importance que même les commissions de The Lancet, afin de mettre fin à la stigmatisation et la discrimination des personnes dans le domaine de la santé mentale, indiquent que le langage a un effet sur la façon dont ces personnes sont traitées, que le langage a le pouvoir de blesser ou de fortifier autrui, et qu'il ne s'agit pas là de politiquement correct, mais que nous nous exprimons d'une manière qui est alignée sur nos valeurs. Un des points clés est que le langage est important pour briser la stigmatisation.
d'ailleurs, aux hôpitaux universitaires de Genève, au sein du service de médecine de premier recours, nous avons conceptualisé et analysé un programme de sensibilisation à l'usage de langage respectueux que nous avons proposé à une cinquantaine de médecins au sein du SMPR en comparaison avec un groupe contrôle au sein du service de médecine interne générale. Et nous avons pu montrer qu'avec une intervention courte et relativement simple qui consistait en 2 heures de session interactive, 3 emails, la diffusion d'une vidéoclip réalisée par nos soins dont vous avez pu voir un très court extrait, des exercices de reformulation, les médecins qui avaient suivi ce programme de sensibilisation utilisaient moins de mots et expressions stigmatisantes. Voici quelques suggestions pour l'utilisation d'un langage respectueux. Plutôt que d'utiliser toxicomane, on pourra utiliser un patient ou une patiente qui présente une dépendance ou un syndrome de dépendance aux opioïdes. Plutôt que de parler de patient OH, un patient qui est connu pour un syndrome de dépendance à l'alcool. Plutôt que de dire qu'un patient avoue une consommation qui n'est pas un crime, proposer que le patient rapporte une consommation de substance. Il est bien établi qu'aujourd'hui, on ne parle plus de patient VIH+, mais de patient vivant avec le VIH. Patient migrant, plutôt que de cristalliser une situation difficile sur le patient, la littérature anglophone parle de patient en situation de migration, comme d'une étape dans sa vie. Pareil pour l'obésité. Patiente CAMSCO, patiente qui est suivie à l'UMSCOM, qui d'ailleurs a changé de nom, etc., etc. Les messages clés de ma présentation sont que le choix de nos mots a un impact d'abord sur notre perception, à savoir est-ce que cela va induire mon rejet, ma crainte versus mon empathie, ma volonté de rencontrer l'autre et de l'aider. Le choix des mots a un impact sur notre représentation même des situations cliniques qui peuvent aboutir à des biais de jugement, des biais cliniques et des erreurs diagnostiques. A un impact également sur notre désir de rencontrer les gens et de les soigner. On a pu démontrer qu'un programme de sensibilisation, même court, fonctionne et peut être à nouveau déployé dans d'autres services. Ce que nous pouvons faire, c'est être conscients du pouvoir de notre langage sur nous-mêmes, nos collègues et nos patients et patientes. Nous pouvons utiliser un langage respectueux, centré sur la personne, quels que soient les attributs, comportements ou situations de vie de nos patients et patientes. Nous pouvons nous corriger les autres lors de transmissions, écrites, orales, formelles ou pas, reformuler, éviter le piège terrible des copier-coller qui génèrent des diagnostics parfois obsolètes pendant des années, idem sur les antécédents et sur les comorbidités. Et puis nous pouvons être des ambassadeurs et ambassadrices de l'utilisation d'un langage respectueux pour toutes et toutes, dans notre hôpital, mais également au-delà. Je remercie tous nos patients et patientes de notre unité pour leur confiance, la professeure Barbara Brauers pour son accompagnement depuis des années, et toutes celles et ceux qui ont pu nous permettre la réalisation de cette étude, qui ont participé actuellement, et le département de santé et médecine communautaire de la faculté de médecine de Genève pour le fonds Mimosa. Merci à vous pour votre attention.